Quand arrive la conclusion de Star Trek Lego 3, la menace est éliminée, le destin des personnages est tracé, et le générique peut commencer. Et quand ce dernier s'achève, un mot s'affiche. Fin. La saga est terminée. Ou pas. Immédiatement après ce dernier volet, une nouvelle idée prend forme. Et tout commença par une image. Celle de peuples autrefois opposés, décidant, face à une menace inconnue, de s'allier avant de repartir chacun de leur côté. 11 ans plus tard, le 4e volet se dévoile. Ils sont tous, ou presque, de retour. Mais le nom a changé. Car si des personnages allaient revenir, ils devaient évoluer, changer, sans pour autant se dénaturer. Personne ne reste le même. Des amours se perdent et se retrouvent. Des amitiés fortes se raccrochent à ce qu'elles peuvent. La saga mute. Volontairement manichéenne, ces zones de noir et de blanc se mélangent enfin. En résulte un orange symbiose de jaune lumineux et de rouge sang. Un orange feu aussi réconfortant que destructeur. Une mutation aussi logique que nécessaire. Une nouvelle ère commence, mais sous l'aura d'un crépuscule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Derrière les briques. Si ce n'est pas fait, je vous conseille fortement de regarder la vidéo d'introduction. Elle vous explique tous les tenants et aboutissants de cette série Making of. Pour ce premier épisode, on va vraiment se concentrer sur le lien qui a été fait entre Star Trek Lego 3 et Galaxy Abyss et tous les choix et les décisions qui ont été prises pour donner une certaine couleur, un certain ton, une certaine ambiance à ce nouvel opus pour vraiment les distinguer des trois premiers. En commençant l'écriture de ce Star Trek Lego 4, qui donc a été renommé en Galaxy Abyss, je me suis posé la question de à qui s'adresse le film et surtout vers qui je peux l'étendre. Donc j'ai rapidement pris la décision en fait de faire un film à la fois autonome et à la fois dans la continuité du précédent. Le fait qu'on reprenne les personnages et que l'histoire continue en quelque sorte, ça c'était un choix dès le début, je voulais vraiment continuer la saga. Mais pour autant, je ne voulais pas que les personnes qui découvraient la saga avec ce film-là soient totalement plantées. Ainsi, tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'univers ou des personnages, en fait, sont ou inscrits en flashback, ou alors n'ont pas forcément besoin d'être connus pour avancer dans l'histoire. Parfois c'est juste par le biais d'une phrase, parfois c'est vraiment par le biais d'une scène, mais tous les éléments sont introduits. Ce qui n'empêche pas bien évidemment d'avoir régulièrement des petits fanservices. Et c'est là où je voudrais venir avec un lien que vous n'avez peut-être pas forcément rendu compte dans le film. Et je vais malheureusement, attention, spoiler une autre série que j'ai faite, Youku Lego. En effet, pour ceux qui ont vu cette série, dans le dernier épisode, on apprend qu'en fait, ce qui on croyait être des histoires indépendantes ne forment qu'une seule et même histoire dans le dernier épisode. Sauf que c'est pas la seule surprise. La vraie surprise de cette série, c'est qu'on apprend à la fin que c'était un préquel de Star Trek Lego. Alors, vu qu'entre temps, Youku Lego a été fait après Star Trek Lego 3, je voulais quand même caser au moins une référence, voire plus, de Youku Lego. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais introduire ce lien. Finalement, c'est passé juste par un plan et 2 répliques. Je vous ne dis pas forcément lesquelles pour ceux qui n'ont pas vu la saga, qui n'ont pas vu le Youku Lego, mais je pense que ceux qui l'ont vu se sont rendus compte, c'est quand même un moment assez crucial, assez important. En dehors de Youku Lego, bien sûr, le fait de faire revenir des personnages pose une certaine question en fait. Pourquoi les faire revenir? Est-ce que c'est nécessaire de les faire revenir? Et quelle place ils auront? Est-ce que je les laisse en personnages principaux? Est-ce que j'introduis des nouveaux personnages qui prennent le dessus? J'ai en fait décidé, malgré les 10-15 premières minutes qui peuvent faire croire le contraire, de redonner vraiment le rôle principal à Brandy.
En fait, je me suis posé la question que est-ce que seulement au bout de 2 films, on avait raconté tout ce qui était nécessaire sur ce personnage? Et en fait, bah, pas du tout. Parce qu'en fait, on a que effleuré ce personnage. Et certains traits qui ont été caractérisés dans le 2 et surtout dans le 3, qui étaient faits sur un ton humoristique, notamment le fait que c'est un mec qui peut un peu péter des câbles et qui a un nom un peu tout pété, Brandy, en fait sont prises beaucoup plus au sérieux dans ce film-là. Et c'est quelque chose qui m'intéressait de détourner un peu cet aspect humoristique du 3 pour en fait en faire quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus profond. Ce qui permet aussi d'avoir une certaine relecture de l'épisode 3. Le couple central est de retour, Bobby et Ginny bien sûr, et on avait quitté Bobby et Ginny alors qu'ils s'étaient mariés, qu'ils avaient une idylle et qu'on pensait qu'ils allaient enfants. Justement, je trouve ça assez intéressant de les retrouver à une période un peu compliquée dans leur couple et de pas faire un énième film de rupture ou que ce soit, mais au contraire de faire plus un film de redécouverte. Vu qu'on est un peu dans une sorte de nouvel commencement de saga, même s'il n'y aura pas forcément de suite, c'est intéressant en fait de faire redécouvrir, de les refaire découvrir d'une certaine manière Bobby et Ginny, à travers un vrai récit de réconciliation. Enfin, Robbie également de retour, notre cher Robbie, avec son accent qui est défini dans les 2 premiers films comme le meilleur pote de Brandy. Ici, il revient également pour être à nouveau le meilleur pote de Brandy. Mais ce n'est pas seulement les personnages qui sont de retour, il y a également le célèbre vaisseau Enterprise et également d'autres lieux iconiques comme Starfleet Command à San Francisco. Pour préparer ce 4e opus, bien sûr j'ai revu les 3 précédents et il y a un détail en les revoyant que qui m'était échappé la première fois, c'est que chaque film a un ton très différent. Le premier, c'est une pure comédie à l'humour noir assez décapant où il y a un nombre de morts record en seulement 7-8 minutes. Le deuxième, c'est plus un film d'aventure avec des gros passages un peu loufoques. Et le troisième, on tombe dans le pur film d'action avec des passages humoristiques. Donc on est quand même sur une certaine évolution où, à fur et à mesure, il y a un certain sérieux et des enjeux de plus en plus grands qui arrivent. Et en fait, tout simplement, je me suis dit que j'allais pas faire un énième film d'action, mais j'allais utiliser un peu l'échelle supérieure, c'est-à-dire le film catastrophe, où on tombe vraiment sur des enjeux planétaires, et là même interplanétaires, pour soulever de nouvelles problématiques. Mais un film catastrophe en fait vu de l'intérieur. Et c'est là où je peux vraiment aborder le thème principal de ce film, l'importance de la diplomatie et son échec en état de crise. Et ce film, juste pour info, a été écrit bien avant le Covid. Voilà, je ne voulais pas ramener le Covid dans ce making-of, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. J'ai bouclé le scénario en décembre 2019, quelque chose comme ça, donc 2-3 mois avant le début de la crise sanitaire. Comme quoi... et pourtant voilà, j'ai refusé de réécrire le scénario et de faire des allusions au Covid, mais j'en ai même pas eu besoin parce que en fait il y a des choses qui sont déjà là, on n'a pas besoin de crise sanitaire pour le voir. Tout ça en fait va donner un certain ton au film qui en fait m'a pas mal posé problème par son manque d'uniformité. Dans le sens où on se retrouvait à la fois dans quelque chose de beaucoup plus sérieux que les 3 premiers, avec un aspect beaucoup plus politique, et en même temps, je voulais quand même pas qu'on enlève une certaine ADN de la série, qui est cet humour un peu décalé, cet humour un peu absurde avec les personnages, des choses qui marchent en Lego, mais qui marchaient beaucoup moins dans des films de prise de vue réelle. Donc il y avait toujours ce conflit-là, et en fait, la façon dont je l'ai géré, c'est que toutes les scènes un peu plus sérieuses, elles arrivent en deuxième partie de film, et toute la partie avec les 4 personnages principaux en fait sont dans l'humour jusqu'à ce que ces personnages se confrontent justement aux autres, c'est-à-dire dans la station spatiale Deep Space 7, et c'est là vraiment où quand les personnages principaux que l'on a connus depuis déjà 3 films se confrontent aux nouveaux personnages, à l'exception de Soraya, on change de ton en fait, et je trouvais que c'était assez logique, assez cohérent, où en fait c'est une manière aussi de dire que tous ces personnages qu'on a connus, on les suit encore un petit peu dans ce ton de légèreté jusqu'à la moitié du film pour ensuite vraiment muter vers quelque chose d'autre. En fait c'est une sorte de faux film de transition, parce que c'est pas du tout un film de transition, mais ça fait comme si on mutait vers quelque chose d'autre. Voilà dans la construction générale du film. Pour tout ce qui est aspect visuel et colorimétrie, ça sera dans un autre épisode, on en parlera parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment en termes d'imagerie, de symbolique, de couleurs, de choix de cadrage. Ça on va parler dans un deuxième épisode.
Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce premier épisode qui était consacré vraiment au lien entre Star Trek Lego 3 et Galaxy Abyss et sur les choix pour le distinguer par rapport aux 3 premiers volets. Et ce qui nous permet, comme on a abordé vraiment pas mal de termes généraux, dans le prochain épisode de nous focaliser sur une séquence en particulier. Et cette séquence sera... Voyage, voyage. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à mettre un pouce en haut, en bas, enfin voilà, faire tout le bazar. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!